d'habitude, je suis Jérémy Mancé, président de l'association Okan Redeem, qui partage, diffuse du savoir sur la danse, précisément surtout les danses afro-caribéennes, qui publie des articles sur la danse. Il y a un dernier qui est sorti récemment qui s'appelle La danse n'est pas un sport, allez le lire. Et créateur du concept Caraïbe Tap, qui mélange le tap dance avec les rythmes afro-antillais, afro-caribéens. Le but, c'est d'investir le monde afro-antillais avec ça. Et aujourd'hui, dans notre émission, nous allons parler de la culture haïtienne avec un intervenant que je vais donc laisser se présenter, sachant que vous me l'avez tous demandé. D'accord? Il est là. Tu peux y aller. Hello, salut tout le monde. Merci Jared déjà pour l'invitation, ça fait plaisir. Hein, voilà. De rien. Du bon boulot hein, pendant cette période où on ne peut pas danser comme on le voudrait. Ça fait plaisir d'avoir une émission comme ça qui nous permet de nous évader et continuer à apprendre des choses. Ça fait plaisir. Je vais déjà commencer par te féliciter pour cette aventure que je trouve très très bon travail. Bon, sinon, moi je me présente, je m'appelle Dadi Saint-Thomas, hein, je suis d'origine haïtienne, je suis né en Haïti, j'ai grandi en Haïti, donc voilà, j'ai passé une grande partie de mon enfance jusqu'à mes 15 ans en Haïti, donc j'ai eu le temps de m'imprégner de la culture et de la langue et tout ça, puis après je suis venu en France dans début des années 90 pour les études et avec la famille et j'ai voulu évoluer professionnellement dans les études. Et je suis acteur depuis pas mal de temps dans le milieu artistique autour d'Haïti, autour du compas. Bon, il y en a beaucoup qui me connaissent dans le milieu de la salsa. J'ai fait une carrière de sportif de haut niveau dans les arts martiaux avant. Puis après, je basculé dans la danse il y a, ce que je dis le nombre d'années, on va dire 25 ans, 25, un peu mal de temps, donc voilà, donc j'ai commencé par la salsa, puis après la danse africaine, la danse contemporaine, tout plein de choses, donc dans le milieu de la salsa, il y en a beaucoup qui me connaissent, où j'ai travaillé, où je faisais du spectacle, où je donne des cours de danse, j'avais eu mon école de danse, une grande école de danse à Choisy-le-Roi, voilà, avec crise Covid, qui aujourd'hui j'ai dû fermer malheureusement, mais une grande école, avec, sur la scène internationale, j'ai tourné avec plusieurs partenaires, donc dernièrement, Manuela, un partenaire avec qui on danse ensemble et on organise plein de choses ensemble. Voilà. Donc je suis. Et dans le milieu, on est aussi professeur de compas, bien sûr, où on donne des cours de compas, où on travaille sur la culture haïtienne, où on essaie de montrer Haïti autrement. Je pense qu'on a l'occasion de parler un petit peu d'Haïti. Voilà, aujourd'hui, tout le monde, on entend beaucoup parler d'Haïti, pas forcément, pas toujours de la bonne manière. Bon, il y a des réunions, il y a tout ça. Mais voilà, nous essayons de présenter Haïti parce qu'Haïti a des très très belles choses à dire et à montrer. Et on va en parler pendant une petite heure, je pense. Yes, exactement. Et d'ailleurs, la première chose que je voudrais que tu fasses, c'est que avant de rentrer dans le sujet de la danse en elle-même, de la musique et de la danse dont on veut parler, pour ceux qui ne savent pas, donc, est-ce que tu peux nous parler de ce qu'on appelle la perle des Antilles, c'est-à-dire Haïti? Est-ce que tu peux nous présenter le lieu sur lequel tu es né? Alors, j'essaie de parler. Il y a tellement de choses à dire sur Haïti où je vais essayer de faire court parce qu'Haïti, c'est un pays qui est riche d'histoire. Déjà, la perle des Antilles, c'est pas pour rien. Ce nom a été donné à Haïti à ses débuts parce que c'était vraiment la perle. En Haïti, il y a Christophe Colomb qui est arrivé en 1492, c'est parmi les premiers villes qu'il a découvert. Découvert épris par la beauté des lieux et ses richesses naturelles, parce qu'Haïti est vraiment c'était riche. À l'époque, c'était vraiment Haïti et la République dominicaine, qui est l'île entière. Il y a eu ça, 1492, donc c'est vraiment, avec toute l'exploitation espagnole, il y avait tellement de choses à apprendre à faire. Les Français sont arrivés. Je raccourcis un peu qui a fait leur parcours. Les Anglais sont passés par là. Tout le monde est passé par là parce que justement, à l'époque où la canne à sucre était une minerai, un denrée rare et plus important que l'or encore à l'époque, tout le monde voulait sa part et Haïti était vraiment le joyau, ce qu'on considérait les joyaux de la Caraïbe. Et voilà, et c'est ce qui a fait aussi dans son histoire où tout le monde est passé, c'est aussi les Espagnols y étaient, les Français sont arrivés, c'est là où il y a eu, tout le monde voulait son bout de terrain.
on est arrivé à terme à séparer en deux. Les Espagnols gardaient d'un côté la République dominicaine et les Français gardaient de l'autre côté qui est aujourd'hui Haïti. Et Haïti, c'est, tout le monde le sait peut-être pas, c'est la première république indépendante noire au monde, ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui on parle des droits de l'homme, on parle voilà, de ces choses-là. Haïti, c'était vraiment parmi les premiers. On parle encore d'une époque où le noir était considéré comme un bien, hein, comme un meuble, vous n'avez pas de valeur, ou tout ça. Et dans les années 1700 déjà, on commençait à parler la France, pays des droits de l'homme, pays de tout ça, mais il y avait encore l'esclavage, toutes ces îles qui étaient encore, qui étaient encore sous l'esclavage. Et c'est Haïti qui a vraiment donné un sens à tout ça et qui était le premier. Enfin, ça a été vraiment un événement majeur parce que ça a montré aussi aux autres que c'était possible en fait. Parce que jusque-là, voilà, les autres pays, on se dit, mais ils avaient les machettes, les bouts de bâton, les autres, ils avaient les armes, les canons et tout ça. On pensait que c'était pas possible de se rebeller ou alors ils faisaient tout pour montrer que c'était pas possible de se rebeller parce que mais Haïti a montré que c'était possible et a été un exemple là-dedans et donc ce qui a beaucoup aidé, beaucoup de pays ont suivi derrière. Haïti a payé sa chère pendant longtemps, cher déjà par la dette, la fameuse dette. On n'en parle pas toujours parce qu'Haïti, quand ça a eu son indépendance, où Haïti a vaincu les Français à la bataille de Vertières, une bataille dont on ne parle pas, dont Napoléon a demandé à ce que ça ne soit pas inscrit dans l'histoire de France, parce que la France, qui était considérée comme la plus grande armée du monde de l'époque, se faire battre par des sous-hommes à bout de poing, à bout de machette, c'était la honte totale, donc il fallait pas en parler. C'est ça, c'était 1806, hein, Vertières, c'est ça? Non. Oui, 1806. Tout à fait, dans les, ouais, 1700. Du coup, et ça, en fait, c'était vraiment... du coup, et ça, bah, Haïti a payé le prix parce que déjà, on a payé le prix en or, une dette énorme où on a fallu payer pour être libre. Et on a payé cette dette jusqu'en les années 50-60, hein, donc ça a remboursé des milliards et des milliards, donc ce qui appauvrit obligatoirement le pays. Politiquement, c'était pas instable. Après, les Américains sont arrivés derrière pour prendre leur part. Ils y sont encore d'ailleurs. Voilà, enfin, tout un enchevêtrement de choses a fait que Haïti a du mal à se sortir de ça. Mais Haïti, souvent, ce qu'on oublie, quand on pense à la République dominicaine, on voit des belles plages, des décors magnifiques, mais on oublie que c'est le même île. Donc s'il y a des belles plages en République dominicaine, il y en a aussi d'aussi belles, c'est de l'autre côté. C'est un pays très montagneux, il y a Cuba qui est pas loin, voilà, il y a des belles plages, il y a énormément de choses en Haïti, culturellement parlant, c'est très très riche, au niveau de la peinture, au niveau de la musique, au niveau de la littérature. C'est un pays qui a énormément de choses à dire, énormément de belles choses, mais pour plein de raisons historiques, politiques et autres, on va très souvent, moi, une chose qui me mettait toujours mal à l'aise, c'est que dès qu'on parlait d'Haïti dans les médias, c'était Haïti, le pays le plus pauvre de la Caraïbe, c'était la phrase d'entrée. C'était toujours la phrase d'entrée. Haïti, le pays le plus pauvre de la Caraïbe. Certes, après, hein, aujourd'hui, je ne suis pas du tout en pro à dire qu'Haïti n'a pas de problème, que tout va bien. Non, Haïti ne va pas bien, il y a des problèmes politiques, mais comme Cuba peut être sous dictature, comme d'autres pays, les ouragans, les cyclones, quand ils passent, on a l'impression que ça ne passe qu'en Haïti, mais ça ne passe pas qu'en Haïti, mais c'est de Haïti dont on va parler le plus mal. Et on oublie de mettre la musique en avant, on oublie de mettre la culture en avant, on oublie de mettre tout un tas de choses en avant, et aujourd'hui, ben, mon travail, le travail que je fais avec Manuel actuellement, et le travail que je fais aujourd'hui dans le Rhum, c'est de dire, oui, il y a tout ça, on ne va pas les nier, on ne va pas dire que tout va bien, on ne va pas dire que c'est un pays où il y a pas de problème, mais c'est aussi un pays où il y a du bon manger, où il y a de la bonne musique, où il y a le compas, déjà, et qui n'est pas rien. C'est un pays il y a des artistes voilà, de génie, et il y a aussi tout ça aussi dont on peut parler. Yes, ouais, c'est vrai. Et puis je fais la petite note, puisque de notre vécu, nous, autres antillais, c'est vrai que souvent, on entend, nous, ce truc, dès que on parle de pauvreté, tout de suite, c'est Haïti. Alors que moi, les rares gens que je connais qui y sont allés m'ont dit c'est surtout magnifique à voir en fait. Mais ça, en fait, hein, il y a plusieurs. Une des raisons principales à ça, dont on
essayait de le mettre de côté. En fait, c'était vraiment une intention voulue hein, de ça. Parce qu'en fait, comme Haïti, c'était le pays qui s'était rebellé, sachant que les autres Caraïbes, pour éviter que ce soit les autres îles, pour leur donner l'idée de se rebeller, dire regardez Haïti, regardez dans quel état ils sont les pauvres, regardez, c'est le pays le plus pauvre, avant de vous plaindre, avant d'essayer de vous rebeller, avant de vouloir votre indépendance, regardez-les. C'était vraiment un vrai arme politique pour décourager tous ceux qui pourraient avoir envie de dire bah, nous aussi on peut être libre, nous aussi on peut être indépendant. On leur brandissait, non, 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 Haïti, regardez-les, les pauvres là. Donc, c'était pas anodin en fait, c'est ce discours de nourrir la chose qu'Haïti était le pays du pauvre, voilà, c'était aussi un discours parfaitement orchestré. Mais bon. Du coup, allons dans le sujet. Maintenant qu'on a présenté Haïti, la première chose, je le dis à chaque émission, la première chose à laquelle on est confronté quand on arrive sur un style de danse, c'est son nom. Le mot, qui est soit le nom vraiment de la danse, soit le nom de la musique sur laquelle ça se pratique, ou plein de choses. Ça peut être d'autres choses, hein, un lieu ou quoi. Alors, deux questions en une. Déjà, le mot compas, d'où il vient? Quelle origine ça a? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça a une signification particulière? Et surtout, la seconde question en une, parce que le débat est souvent là-dessus, comment ça s'écrit? Oui. Parce qu'on voit partout K-O-M-P-A, K-O-M-P-A, C-O-M-P-A, C-O-M-P-A-S. Quand on va chercher l'album de Jean-Baptiste Nemours, tu vas sûrement en parler, c'est compas direct. Voilà, donc le mot compas, juste le mot déjà, est-ce que tu peux nous éclaircir qu'il n'y ait plus de débat? Alors, sur le mot compas, bon, après on viendra tout à l'heure quand on parlera de Nemours, sur la création du compas. Nemours à l'époque quand il a créé, en fait normalement il n'y a que deux mots qui peuvent circuler. Normalement le terme original c'est compas direct, c'est C-O-M-P-A-S, il y a le S à la fin, donc C-O-M-P-A ça n'existe pas, K-O-M-P-A ça n'existe pas, ni en créole ni en français ils n'ont jamais écrit comme ça. Donc le terme de base il a écrit c'est C-O-M-P-A-S et compas direct. Il y avait vraiment le direct qui était vraiment lié au nom de départ, c'est compas direct. Qu'il avait créé. Direct, voilà, en fait le compas, voilà, c'est une rythmique et direct parce qu'il jouait des temps 1-2, voilà, c'était une manière de jouer qui était assez carré. Pour lui, 1-2, 1-2, c'était une manière voilà, assez directe, c'est pour ça qu'il avait appelé Nemours Jean-Baptiste, le terme de base c'est compas direct. Après, dans le temps, le direct, on l'a plus ou moins abandonné pour garder ce terme compas, parce que c'est les groupes quand ils jouaient, c'est compas. Voilà, il n'était pas le direct derrière, le compas est resté. Mais le nom de base, c'est compas direct, C-O-M-P-A-S. Et une écriture voilà, qu'on peut trouver en français. Le K-O-M-P-A n'existe pas, parce que c'est ni en créole. En créole, comme on écrit phonétique, donc ça fait compas, parce que le M, on le prononce. En créole, voilà. C'est ça. Voilà, donc ça, on peut le prononcer ni en créole, du coup, et c'est pas un mot français non plus. En français, ça serait C-O-M-P-A-S, donc celui-là, il n'existe pas. C-O-M-P-A, ça n'existe pas, il y a le S à la fin, et le K-O-N-P-A qui est l'écriture créole du compas. Donc K-O-N-P-A, comme on est sur une écriture phonétique, avec le K et le N pour le compas, qui est le compas. Voilà. C'est les deux mots qu'on va exister, C-O-M-P-A-S ou K-O-N-P-A. Voilà, donc le terme, c'est aujourd'hui, ça fait encore débat, hein, parce que on est en train de voir aujourd'hui pour rentrer le compas au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc j'ai travaillé avec le ministère de la Culture en Haïti tout cet été, on travaillait là-dessus, on a mené plusieurs débats pour essayer de monter un dossier pour rentrer dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est un dossier assez important, donc ils ont fait appel à différents acteurs dans lesquels j'ai participé. Donc il y a un débat où les puristes voilà, vont dire on garde le nom de base, on ne le change pas, si Nemo l'a écrit sur LPS, on n'y touche pas, on le garde comme ça. Voilà, mais il y a aussi les autres qui disent, ok, c'est vrai que si on parle d'une musique qui représente Haïti, qui est une langue créole, et on se bat aujourd'hui pour que le créole soit une langue officielle et représentée, et que la musique représente le pays, représente le peuple, on peut l'écrire en créole,
Moi, c'est là K-O-N-T-A. Donc, il y a les deux écritures aujourd'hui qui se battent encore. Il n'y a pas forcément. Ok. Voilà. Moi, j'ai choisi de garder l'écriture créole K-O-N-T-A. Mais c'est ce qui circule le plus, K-O-N-T-A. Voilà. D'accord. Après, c'est une musique, hein, pour répondre à la première question, qui a été créée par Nemours Jean-Baptiste. Ouais. Il y a le nom aussi de Weber Sico, dont on va entendre parler, avec qui il a travaillé, mais qui a vu qu'il y a eu une session assez rapidement, très tôt dans la genèse du compas, où Weber Sico est parti dans la cadence Rampa, et Nemours est resté dans le compas. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on l'attribue plus le compas à Nemours Jean-Baptiste, plus qu'à Weber Sico, même si il y a eu un moment donné où les deux ont travaillé ensemble. En fait, le compas, on est dans les années 50 en Haïti. Comme je disais tout à l'heure, Haïti, ça aussi, le nom de la perle des Antilles, ça a été repris dans les années 50 parce qu'Haïti était un lieu très touristique, où il y avait énormément de touristes qui allaient en Haïti. Les Américains y allaient, les Européens y allaient, on était vraiment dans un lieu où on voyageait librement, il n'y avait pas de dictature encore, on était vraiment dans un pays où le tourisme, où tout ça, donc ce qui faisait que ça avait énormément de groupes américains qui venaient en Haïti, le jazz circulait en Haïti. Les Dominicains venaient très très souvent parce qu'on est vraiment juste à côté jouer. Ils faisaient beaucoup de merengue. Le merengue était déjà à l'époque marchait très bien là-bas. Les Cubains venaient beaucoup en Haïti. Il y avait beaucoup d'échanges entre Cuba et Haïti. Nous aujourd'hui on voit ces îles-là de loin. Moi, je me rappelle, en Haïti, il y a une montagne en Haïti. Quand tu es dessus, tu vois Cuba à l'œil nu. C'est très proche en fait. À l'œil nu, par beau temps, d'Haïti, on peut voir Cuba sans importer. Ça, je précise ça parce qu'en fait, on a l'impression que Cuba, c'est de l'autre côté, Haïti, c'est de l'autre côté. Géographiquement, c'est très proche. Donc, quand vous avez des îles comme ça qui sont très proches, automatiquement, il y a des mélanges culturels qui fait. Donc, les musiciens, encore d'autant plus les artistes qui voyagent, donc forcément, ils s'influencent l'un l'autre. Le problème qu'il y avait en Haïti, c'est qu'on n'avait pas de musique propre. Les Dominicains avaient déjà leur merengue, les Cubains avaient déjà leur salsa. Et en Haïti, on jouait tout ça. On jouait beaucoup de musique latine, on jouait beaucoup de musique américaine, on jouait beaucoup de musique européenne, parce que c'est une ancienne colonie, donc il y a des restes, donc on jouait ça. Mais il y avait, bon, bien sûr, le vaudou qui était la racine. Il n'y avait pas de musique populaire à nous. Entre guillemets, où les Haïtiens pouvaient dire, voilà, c'est une musique populaire, une musique de bal, de fête, autre que les musiques racines, comme le vaudou. C'est là où Nemours Jean-Baptiste et Varsico se sont dit, voilà, faudrait. Et comme les Dominicains, il y a eu une période où les merengues bactéries, où les Haïtiens dansaient beaucoup, ils se sont dit, tiens, pourquoi nous, on ne ferait pas, et nous, on joue tous les autres musiques. Et il faudrait qu'on arrive à créer quelque chose pour le peuple, pour que les Haïtiens puissent en être fiers et dire que voilà, ça c'est notre musique à nous. Et quand ils vont dans les balles et dans les fêtes, dire on va danser sur une musique haïtienne et pas sur de la salsa, sur du merengue, sur d'autres rythmes. Qui était au courant, qui était très en vogue à l'époque. Donc du coup, l'idée est venue là, un peu au côté patriotique, entre guillemets, derrière, pour dire on va créer quelque chose, une musique. Et dans l'idée, bien sûr, c'était de trouver une musique qui arrive à rallier un peu tout le monde. Parce que voilà, c'est ça que dans le compas, vous avez trouvé de l'accordéon, qui dès le départ, qui est une musique, qui est un instrument européen, vous avez trouvé les tambours, qui prend des rythmiques vaudou, et trouver les cuivres à l'époque, le jazz et tout ça, les influences jazz, les influences latino, il met les cuivres dedans. Donc dès le départ, en fait, est vraiment l'idée de rassembler le peuple, aussi bien par les rythmiques tambours, aussi bien par la bourgeoisie, par l'accordéon, aussi bien les cuivres. L'idée, c'est de rassembler tout ça. Et ça, voilà, du coup, il a essayé de trouver une rythmique qui était assez simple, qui a été très critiquée à l'époque, hein, parce qu'il y avait de la musique en Haïti. Ils n'ont pas attendu forcément, bien sûr, Nemours Jean-Baptiste pour jouer de la musique. Il y avait un groupe à l'époque qui s'appelle le Jazz des Jeunes, qui était le groupe phare de l'époque. Et qui, quand Nemours a créé ça, il trouvait ça trop simple, trop basique, parce que pas assez enraciné entre guillemets, mais sa volonté, c'était de donner une musique légère, entre guillemets, pour que tout le monde qui dans ce jeu puisse s'exporter facilement et danser facilement. Donc ça, on est en 55. Là, on arrive à mettre une date sur le compas. C'est très rare dans les studios de visite. En compas, on donne la date de création du compas, c'est le 26 juillet 1955. C'est très rare, hein. Dans les autres disciplines, on connaît une année, on a une époque, une période. En compas, après, bon, c'est symbolique oui et non, mais c'est vraiment la première fois où c'est sous la place Sainte-Anne où l'orchestre, une fois qu'ils ont travaillé le rythme entre eux, c'est la première fois le public a entendu
cette manière de jouer, cette rythmique-là. Voilà, on est le 26 juillet, c'est pour ça qu'on a une date officielle de la création du compas, c'est le 26 juillet 1955, où ça a été joué la première fois en public sur la place Sainte-Anne en Haïti. Waouh! Notez, notez cette date, notez-la, parce que ça, déjà, c'est de l'info en âge. Je ne m'attendais vraiment pas à cette info. Et ça, quand on parlera, parce que hein, on se connaît, les gens, on se croise souvent, on discute, musique, tout ça, ça, faut que ça ressorte. Moi, je le ressortirai dans les détails, ça c'est sûr. 26 juillet 1955 à la place Sainte-Anne. Tout à fait. Ok. La place Sainte-Anne, c'est dans une ville. Oui, oui, on est du côté de Pétionville, voilà, pas trop loin de Port-au-Prince, voilà, pour entrer dans les petites villes. On n'est pas trop loin de Port-au-Prince, voilà, pour situer géographiquement sur la carte. D'accord, ok. Ok. Et donc, oui, voilà, c'était cette volonté de créer une musique populaire enracinée dans la culture haïtienne. C'est ça. Ok. Et du coup, alors, j'ai une question subsidiaire à ça, parce que il y a une musique qui est arrivée alors moi, j'ai connu ça il y a quelques années, je crois que c'est un peu plus vieux que ça, c'est juste que ça a dû mettre du temps à arriver aux Antilles, aux autres Antilles. Troubadour, la musique troubadour, est-ce que c'est considéré comme du compas ou pas? Oui, le troubadour, on le met dans la catégorie compas. Parce que voilà, ça reste une rythmique qui est aujourd'hui, vous mettez un troubadour, vous pouvez danser du compas dessus. Sur le compas, il y a plusieurs rythmiques qui va jouer. On peut jouer la façon très rapide. Il y a la façon appelée nous le meringue, qui est un peu la façon de carnaval. C'est la version la plus rapide, la version carnaval. Il y a la version des Jean-Baptiste qui est déjà ralenti un petit peu. Mais puis voilà, on va avoir le compas love, on va avoir le compas Guyade, on va avoir le troubadour. Tout ça, ça reste dans le compas, mais c'est une manière de jouer qui est beaucoup plus acoustique et moins amplifiée. Mais on est encore sur des rythmes compas. D'accord. Le troubadour a aussi une histoire à part qui a évolué en parallèle avec le compas. Nous, le troubadour, on l'associe à une musique qu'on jouait en bâtonnelle, la musique, voilà, pas forcément la musique amplifiée avec les guitares électriques et tout ça, on va plus s'associer à de toute façon, quand vous entendez un morceau de troubadour, on est vraiment sur des sons assez épurés et assez acoustiques. Non, c'est ça. Mais on peut l'associer au compas, tout à fait. D'accord. Et du coup, tu as dit un mot. J'ai même pas pensé à cette question-là et c'est très bien que tu aies dit ce mot. Est-ce que tu peux nous définir Gouillade? Ah, Gouillade. Gouillade, en fait, voilà, ça c'est la version entre guillemets la plus récente du compas. Parce que le compas a beaucoup évolué dans le temps. Il y avait le compas direct, c'est le compas original qui est joué à 60, 80 ans. Après, il y a eu plein de compas digital, le compas Mamba, plein de styles de compas. Il y a le compas Love que peut faire Dan Junior, Alan Cavey, un compas un rythmique beaucoup plus posé. Dernièrement, c'est le compas Gouillade. Gouillade, en fait, ça vient du mot bouiller. Bouiller, nous, c'est bouger le bassin. Voilà, c'est bouger le bassin. Ça veut dire bouiller. C'est le mot bouiller, c'est le bassin, en fait. C'est un mouvement de bassin. Donc le compas Gouillade, voilà, c'est associé à un mouvement de bassin continu, régulier. Donc, et avec, bien sûr, aujourd'hui, plein de groupes, que ce soit mélodique, que ce soit des groupes plus récents, ou harmonique, qui va aujourd'hui jouer une rythmique beaucoup plus différente. Il rajoute parfois de l'électro dedans. Il y a G-Beats qui fait ça aussi très bien. Et on a vraiment, c'était le gros point fort du compas, donc on en parlera tout à l'heure aussi quand on verra l'évolution entre les années 50, les années 60, les années 80, 90, 2000. Le compas, c'est ce qui fait que le compas, on dit que c'est la vie, ça a traversé nos arrière-grands-parents, nos grands-parents, nos parents, et aujourd'hui nous on en parle parce qu'on aime ça. Parce que le compas a toujours su se mettre à jour en fait. A toujours se mettre à jour. Entre ce que faisait Nemours, dans les années 60, on en parlait tout à l'heure, il y a les mini-jazz qui sont arrivés et qu'on dit bon, bah, ce que faisait Nemours, c'était bien, il a lancé quelque chose, c'est chouette, mais la manière de jouer, l'orchestration, c'est un peu lourd, on va alléger le truc, on rajoute des nouveaux sons parce qu'on est dans les années 70. Les années 70, on le sait, c'est bien dans tous les styles de mode, tous les styles de musique, c'est une année artistiquement, c'est des années florissantes. Les mecs ils se sont dit non, les années 50, 60, c'est du vieillot, on va rajouter quelque chose de nouveau. Les années 80, 2000, voilà, et pareil, les années 90, on va avoir des groupes du top bass qui va arriver, qui va mettre du son nouveau dedans pour choquer les jeunes. Après, il y a début 2000, tu vois, les Karimi, les Titi Vice
qui vont mettre des sons électro, qui vont mettre de l'électro dans leur musique, parce que c'est ce qui marche, parce que voilà, ce qui se faisait dans les années 80-70, c'était déjà vieux, il faut que les jeunes, faut les mettre à jour. Et aujourd'hui, c'est Harmonique qui le fait. Aujourd'hui, c'est voilà, c'est des groupes plus jeunes qui vont pareil parce que la Kizomba est arrivée, parce que d'autres choses est arrivée. On ne peut plus être dans les mêmes sonorités. Du coup, ils vont aller se bouillade. Parce qu'aujourd'hui, je pense que ce qui a fait aussi la popularité de la Kizomba, il y avait un besoin d'un rythme beaucoup plus posé, beaucoup plus langoureux. Parce que voilà, chaque génération a leur truc. Hein. Nous, notre génération, voilà, c'était. Je t'ai dit, la cinquième dimension, le Cap Sud, à l'époque. Ah bah, chaque génération va avoir leur... Oui, voilà, on a mieux. voilà, tu vois, à un moment donné, c'était le disco, on avait besoin d'être dans un truc, il y a eu besoin de se rapprocher. Après, il y a eu les années plus R&B, où là, c'était plus s'exprimer tout seul, express yourself. Après, il y a eu les années où on avait besoin de se rapprocher dans ça. Et aujourd'hui, voilà, Kizomba joue le rôle et le fait très bien. Et le compas, bien sûr, comme il l'a toujours su faire, a su s'adapter et proposer un son nouveau avec le style bouillade que j'aime beaucoup et qui aussi répond aussi à une attente des jeunes où les puristes vont dire c'est pas du compas, c'est trop love, ça manque d'instruments, ça manque d'orchestration, ça manque d'inspiration. Mais après, chaque génération, comme on dit toujours, hein, c'était toujours mieux avant, ça on le sait. Oui, c'est ça, forcément. Ok, c'est bien d'éclaircir ce truc du bouillade parce que ça aussi, c'est quand on discute musique, c'est souvent un débat et c'est souvent un débat où les Haïtiens ne participent pas alors que c'est eux qui savent, c'est leur culture. Donc voilà, c'est bien que tu aies éclairci le truc. Bouillade, c'est une nouvelle génération du compas, un nouveau style en fait. C'est ça, tout à fait, tout à fait. On est vraiment sur une nouvelle version de nouveau style qui est assez récent, hein, qui a une dizaine d'années, mais qui est assez récent. Voilà, on est sur un style nouveau et qui répond à une demande, à une attente, à une attente des jeunes. Aujourd'hui, par exemple, les morceaux qu'on peut mettre des Magnum Band, des Skacha ou des Schleusleu, aujourd'hui, vous prenez une jeune de 15 ans qui a l'habitude d'écouter de l'électro, qui a l'habitude d'écouter des musiques d'aujourd'hui, vous lui mettez ces sons-là, vous l'accrocherez pas tout de suite en fait, voilà, aujourd'hui, parce que même aujourd'hui, hein, nous on connaît Karimi, T-Vice, un jeune de 15-20 ans, mettez un morceau de T-Vice comme ça, c'est pas sûr qu'on l'a tout de suite, mais vous lui mettez un morceau de J-Beat, un morceau d'un groupe un peu plus récent, un Tito ou des choses comme ça, vous allez le capter plus facilement parce que c'est des sonorités, hein, on est vraiment dans un truc où avant tout c'est la musique qui va, Oui. voilà, et les sonorités ça joue énormément. Ok. Je voudrais maintenant qu'on s'axe sur la danse. Oui. Ok. Même si plein de gens imaginent maîtriser et savoir le truc, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se danse le compas? Ah. Non, bah, le compas, pareil, c'est vrai que nous, on donne des cours de compas, on est plusieurs danseurs à travailler autour de ça. Et voilà, il y a des coupes aux États-Unis, des coupes en Haïti, des coupes sur Paris. Moi et Manuela sur Paris, on travaille beaucoup autour du compas. En fait, le compas, voilà, quand je disais tout à l'heure, quand les gens ils pensent qu'il n'y a rien à apprendre, voilà, n'oubliez pas, comme on disait, le compas en 55. Là, aujourd'hui, on va sur les 66 ans du compas. Et les Haïtiens, et voilà, 66 ans, c'est beaucoup. Ça peut paraître peu, mais si on compare, voilà, le zouk est arrivé 30 ans après, mais voilà, par exemple, ouais, c'est arrivé 30 ans après le compas, la kizomba, c'est arrivé, on est 40 ans, 50 ans plus tard encore. Donc même si, voilà, 65 ans, donc c'est beaucoup pour un style musical. Donc, et les Haïtiens, donc, ils dansaient déjà, donc voilà, on a un folklore voodoo comme les Cubains ont, voilà, ont l'afro-cubain, nous on a vraiment, voilà, le voodoo. Il y a vraiment énorme de choses, donc les Haïtiens dansaient. Et on dansait à deux, parce que comme je disais tout à l'heure, on est dans les années 50 où énormément beaucoup d'échanges avec Cuba, la République dominicaine, tout ça, où les musiques latines, les musiques américaines, les gens avaient l'habitude de danser à deux. Le rythme est arrivé. Après, la chose qu'on oublie aussi, c'est que voilà, hein, on pense que même la salsa, prenez la salsa dans les années 50-60, tous les pas et les figures qu'on fait là, non, même aujourd'hui encore, vous allez dans le fond du Cuba, les passes, tous les voilà, que ce soit la bachata, le merengue, vous pouvez prendre n'importe quel autre style de danse, ça évolue, hein, donc voilà.
on est dans une époque encore où les gens, la danse à deux, on danse face à face, on se tient la main, on se tient, on est vraiment sur une danse assez simple, assez à deux, comme la salsa, hein, censée dans ces années-là. Donc on est sur un rythme binaire. Donc voilà, ce qui va différencier, c'est vraiment le pas de base. Sur le salsa, on est voilà, sur un 2, 3. 1, 2, 3 sur 3 temps. Sur le compas, comme nous autres, on est sur un rythme binaire, une alternance de pas. D'ailleurs, Nemours Jean-Baptiste lui-même disait, hein, voilà, si on ne maquait pas ou sous compas, normalement, à partir du moment où tu sais marcher en gros, tu sais, t'es sur le rythme du compas. C'était un peu l'humour, hein, voilà, ça, pour retrouver l'extrait. Je le mettrai peut-être dans le film. J'ai pas pensé à cette vidéo-là, ça me rappelle le numéro Jean-Baptiste où il parle justement de ça, où il explique que voilà, quelque part, on est sur un rythme de base. Comme le merengue, hein, comme je disais tout à l'heure, ça a été aussi inspiré du merengue où on est sur une alternance de droite et de gauche. Voilà, tout simplement, on peut danser en proche ou on peut danser en faisant des figures. Basiquement, donc c'était ça, on est à deux, sur un rythme simple, pareil, quand les mots ils ont créé les morceaux avec, ils n'ont pas dit aux gens, ben voilà comment vous allez danser dessus, comme ça s'est fait dans beaucoup de danses. Les gens entendent un rythme de base, on pose le step sur le rythme déjà, et seul, à deux, et après, petit à petit, et comme ça se fait, d'une génération à une autre, voilà, pareil, comme je disais tout à l'heure, comme ils l'ont fait dans la musique, quand les parents, bon, ils dansent très basique, très simple, 20 ans plus tard, les jeunes, ils veulent pas danser comme papy, mamie. Ils veulent rajouter des choses dedans, rajouter des mouvements parce que le disco est arrivé, le funk est arrivé, tout ça est arrivé, on est les années 70-80, donc ils vont rajouter des mouvements qui va être propre, mais qui va tout à fait s'incorporer naturellement dans la musique. Comme aujourd'hui, on arrive au bougade, pareil, chaque génération va faire évoluer la chose. Donc, basiquement, on est sur un step assez simple, alternance droite-gauche. Après, vous écoutez des morceaux, comme vous écoutez un morceau, que ce soit sans même parler des époques, 50, 60, 70, 80, 2000, vous allez voir les styles musicaux où la manière de jouer est complètement différente. Les générations sont complètement différentes parce qu'on ne pense pas pareil, on ne s'habille pas pareil aujourd'hui comme on s'habillait il y a 20 ans parce que automatiquement ça va se refléter dans le bas de danser. Les Haïtiens, pareil, qui dansaient de l'afro-haïtien, qui dansaient du voodoo. Aujourd'hui, voilà, ce qu'on pense, c'est que on prend Jérémy, là, voilà, je lui mets un morceau, allez, je sais pas, comme il connaît plein de choses, un rythme qu'il connaît pas, que t'as jamais entendu. Je te mets ça, je te dis danse dessus, je suis sûr que un petit pas de tape va sortir. Un petit style hip-hop sortira, un petit parce que c'est normal, voilà, parce que c'est en toi et que voilà. Donc les gens qui dansaient déjà d'autres styles, qui dansaient de la haïtienne, qui dansaient du vaudou, vous leur mettez un morceau de compas, les épaules vont bouger tout seuls parce que c'est en eux, parce qu'ils entendent ça à longueur de temps. Il y a le tambour en plus qui est dans le compas, donc ils vont rajouter des mouvements à eux folkloriques. Et du coup, dans le compas en Haïti, pareil, souvent on voit ça, peut-être au senti, tu as dû le voir, voilà, quand les vieux ils dansent dans les mariages, comme tu disais, ils sont pas en train de frotter, coller serré pendant. En fait. Non, ils font des phases, ils jouent avec le chapeau, ils se rhabillent, ils mettent la veste, ils tournent, ils font tourner la danseuse, les filles avec les mamans avec leur jupe, leur robe, elles le font bouger. Parce qu'ils dansent, parce qu'ils expriment la musique, parce qu'il y a tout ce côté folklorique dedans. Et que. Comme on l'a dans beaucoup de cas malheureusement, quand on a une musique, une danse qui voyage, généralement, voilà, tout ne voyage pas. Et que quand le compas a voyagé pour aller dans les Antilles ou pour arriver en Europe, le truc c'est que ça c'est arrivé dans les boîtes de nuit, pratiquement, c'est là où on va danser ici, voilà. Contrairement à là-bas, on va danser, comme tu dis, dans les mariages, dans les fêtes, dans les balles, où les balles, ça peut se passer en plein jour, dans l'après-midi, l'orchestre joue, les balles champêtres, et toutes ces choses-là, où on est en plein jour, on n'est pas du tout dans la même atmosphère, dans la même ambiance, on est en boîte de nuit. Voilà, on sait, quand on part en boîte de nuit, ben, soit on part en couple, soit on part seul, mais en espérant rentrer en couple, voilà. Donc, on part pas, voilà, forcément, en plus il fait la lumière, la luminosité fait que, donc on va très rapidement se rapprocher, on reste proche, garder un côté collet serré, ce qui fait qu'aujourd'hui les gens pensent que dans le compas, bah, c'est que le collet serré, et non, le compas c'est pas du tout, c'est pas que ça en fait, parce que comme je disais, on est une de balle, quand on allait en famille, moi je me rappelle quand j'étais petit, quand il y avait l'orchestre Tropicana ou un groupe qui jouait, on y allait en famille, papa, maman, on prenait tout le monde, les enfants, et tout le monde y allait.
Et quand on arrivait, moi je dansais avec ma famille, dansais avec mes tantes, comme ça. Donc je n'étais pas en mode policier, petit potable pour danser avec mes tantes. Donc du coup, Ouais, je faisais oui, 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 logique. voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc j'ai dansé avec eux, je faisais tourner, je tournais, je les lâchais, on jouait des épaules, on jouait des bassins, on faisait des pas, on faisait des mouvements parce que voilà, parce que on était dans une ambiance de fête. Voilà, et ce qu'on ne retrouve pas forcément en boîte de nuit ici, où bah, quand on y va, voilà, on va plus danser proche, danser à deux. Donc c'est tout ce bagage-là qui s'est pas perdu, mais qui est resté là-bas, où beaucoup les vieux vont le faire. Les vieux, vous allez les voir, ils dansent, c'est très maniéré, c'est très enjoué, c'est très tout ça. Et dans notre travail avec Manuel, le travail qu'on essaie de faire, nous, c'est on observe tout ça, on regarde tous ces gens-là, cette richesse-là qui n'a pas été transmise, ça a été l'erreur d'une génération comme ça s'est fait dans le doute, ça fait dans le truc, voilà, où il n'y a pas eu une transmission, une manière de formaliser les choses et de mettre des choses pour pouvoir le transmettre, parce qu'on ne transmettait pas, parce que tout ça se faisait par mimétisme. Voilà, on allait en balle, on regardait les parents, à force d'y aller, et que les morceaux durent 20 minutes, et qu'on fait ça depuis tout petit, au bout d'un moment, voilà, on pense que ça vient. Après, moi, je pars toujours d'une logique, c'est du principe de vie où tout s'apprend. Tout s'apprend, en fait. Que ce soit par mimétisme, que ce soit d'une manière ou d'une autre, tout s'apprend. Et que c'est pas parce qu'on est né dedans, voilà, le cubain, c'est pas parce qu'il est cubain qu'il sait forcément danser la salsa. C'est pas, je veux dire, c'est pas inné. C'est pas parce qu'on est haïtien qu'on sait danser le compas. C'est voilà, des haïtiens qui dansent le compas très raide et qui ne savent pas déhancher du tout, qui savent pas trop. J'ai des amis qui sont nuls en zouk. Et c'est ça, mais l'erreur, le truc qu'on a, c'est comme les gens, entre guillemets, le pas, entre guillemets, binaire, ils pensent que bon, bah, c'est facile, il n'y a rien à apprendre et que je peux juste bouger. Mais ce que je trouve dommage, nous, quand tu écoutes un groupe comme Tabou, tu écoutes un groupe comme Tiva, tu écoutes un groupe avec plein de trucs, avec des instruments, une orchestration puissante, avec des changements de dynamique entre l'intro du morceau, le milieu du morceau et la fin, on est sur des tempos complètement différents. Ben, quand on danse, normalement, si on veut refléter ça, ben, automatiquement, on adapte ses mouvements, on adapte ses pas, on fait des choses pour que ça soit, pour que ça colle avec la musique. Et pareil, nous aussi dans les cours, dans notre manière d'aborder, on va dire quand on va en boîte de nuit ou quand on va regarder un orchestre jouer, le couple, même s'ils dansent ensemble, il y a toujours on regarde l'orchestre qui est en train de jouer quand même le groupe sur scène. Des fois, ben, soit la fille va se mettre devant, on va le prendre dans ses bras et on regarde l'orchestre et en même temps on danse quand même parce qu'on ne peut pas s'empêcher de danser parce que le compas, le rythme il est là. Mais on est déjà à une position voilà, où la fille elle est dos à moi, mais on danse. Je veux dire, donc on est plus face-face. Il y a plein de situations comme ça. Selon que je danse avec ma petite copine que je viens de rencontrer il y a 3 mois, c'est l'amour fou, là, bah, elle a envie de se rapprocher, hein. Bah oui. Voilà. Selon que je vais danser parce que j'ai une cousine de province qui est montée sur Paris, qui me dit tiens, on va danser. Bah c'est sûr, je vais pas danser collé serré avec elle comme je vais danser truc, mais je vais pas lui dire on danse pas ensemble parce qu'on est de la même famille. Alors on danse pas ensemble, non. Je vais danser avec elle, mais je vais danser plus distant, en faisant autre chose. Donc il y a plein de manières de le danser. Et c'est ça que dans le compas, ben, nous on essaie aujourd'hui de transmettre et que les autres danseurs qui font ça va essayer de transmettre. C'est-à-dire que dans le compas, c'est une danse et une musique qui a plus de 65 ans, qui est dansée partout dans le monde parce que la diaspora haïtienne, elle est. On explique qu'il y a presque autant d'Haïtiens à l'étranger qu'en Haïti. Et le compas a perduré et ils écoutent du compas, ils dansent du compas. Dans les Antilles, ils dansent du compas. Donc il y a vraiment. Voilà. Il y a énormément de choses à apprendre dans le compas et à évoluer dans le compas. Pareil, tout le monde pense que c'est déhanché, comme tu dis, hein, des amis antillais. Donc, c'est pas parce qu'on est antillais qu'on sait déhancher et qu'on danse bien. Hein, ça s'apprend. C'est ça. Des fois, on pense que ça se transmet en fait. Nous, quand on va donner les cours, on voit les danseurs, voilà, déjà la main qui descend voilà, trop bas du dos sur les fesses, voilà, ou alors qui va tenir la fille, qui va le serrer. Des fois, c'est pas méchant, mais c'est juste on lui a jamais dit. On lui a jamais dit comment. Oui, c'est ça. Il ne peut pas l'inventer en fait. Ouais. Donc du coup, soit il va tenir la fille trop haut, du coup la fille est sent mal à l'aise, ou alors il va l'appuyer contre lui. Ou alors il veut absolument emboîter le bassin alors qu'on ne se connaît pas, des devs d'Adam, des hyper transpirantes, des hyper trucs. Donc du coup en fait, ils pensent qu'ils savent danser et des fois bah, quand on voit les filles, comme même pas nous quand on donne les cours avec Vanilla, les gens, les filles, ils nous voient.
merci. C'est rare, des fois, dans des mecs là, il me colle, il me serre et tout, j'ai l'impression que je vais étouffer. Heureusement, voilà, du coup, maintenant, quand je vais danser avec lui, je prends plaisir parce que je me sens libre dans ses bras, en fait. Oui, c'est ça. Et c'est tout ça que dans le compas, ben, on apprend les gens à se tenir, entre guillemets, à tenir l'autre, et à faire attention à l'autre, qui peut paraître facile, mais qui n'est pas inné, en fait, et tout ça. C'est pas inné chez tout le monde, c'est vrai. Alors, pour être sûr de rentrer dans mon timing, j'aimerais passer à une question. Parce que bah, pour se cultiver dessus, forcément, tu as dit ça à 65 ans, il y a une histoire. Est-ce que, voilà, je te pose la question difficile. Un débutant arrive, après un connu, il connaît pas le truc. Il arrive, il te voit, tu parles du compas, il te dit, ok, je vais après rentrer chez moi, aller chercher sur Google ou YouTube, donne-moi 10 noms qui ont marqué l'histoire du compas, du début à maintenant. Donne-moi 10 noms. Ouh là là. Je vais aller chercher sur YouTube ou Google, ou dans un bouquin, je ne sais pas, Ouais. pour voir, écouter, apprécier le compas. D'accord. Bah après, on va essayer de le faire dans l'ordre historique, comme ça, ce sera encore plus simple. Yes. En commençant par Nemours Jean-Baptiste, voilà, Nemours, N-E-M-O-I-R-S Jean-Baptiste, voilà, hein, qui est le créateur et que vous avez trouvé. Là, on est dans les années 50 et tout ça. Après, il va y avoir une révolution dans le compas qu'on appelait les mini-jazz. Vous savez, les mini-jazz du compas, c'est là où ils ont. L'orchestration au compas était lourde. Il y avait 15-20 bonhommes qui jouaient. Ils ont décidé d'alléger un peu l'orchestre pour que ça puisse voyager plus facilement, d'insérer des nouvelles sonorités dedans. Donc on est. Ok, donc c'est mini jazz avec un N. Les mini-jazz, voilà. Les mini-jazz. Ok. Mini, en fait, c'était à l'époque. Des mini-jazz, c'est pour dire on prend le jazz, on le fait plus court en fait. C'est une jazz raccourcie. C'est voilà, Ok. c'était long ou raccourci. C'était voilà. En fait, bon, je prends l'exemple de la jupe parce que c'est à la même époque, ça vient plus ou moins de là. Il y a eu c'est en gros on raccroche tout. Donc du coup les morceaux duraient un petit peu moins longtemps, ils jouaient différemment, donc ça apporte quelque chose. Donc à cette époque-là, vous allez avoir les Schleux qui a vraiment été voilà un classique dedans. Alors, Il y a, on va faire un petit truc. Attends, ne bouge pas. Ça, c'est pour que les gens puissent suivre en même temps et qu'ils puissent aller chercher. Alors, je vais, voilà, écouter. Je vais juste taper les noms dans la barre de recherche, même si je ne cherche pas. Oui. Que vous puissiez après aller chercher. Schleux, c'est eux là. c'est ça, voilà, c'est ça. Ouais. Schleux. Ok, les Schleux. Il y a les Skacha number one aussi, qui est très connu. Voilà, Skacha, ici là. Skacha, voilà, D'accord. qui est groupe d'époque très connu. Après, il y a Jetix, DJT, Oui. qui est un groupe voilà, très connu, fameux Love to Love You Baby, qui est un morceau très connu. Avec une ligne de saxo mythique. Voilà, magnifique, vraiment magnifique. Après, on continue. Bah, après, bien sûr, Tabou Combo qui a traversé la génération. Celui-là, on ne peut pas passer à côté. Tabou Combo, que j'aime beaucoup. Après, je continue dans la lignée. Vous allez avoir Top Vice, qui a été, même s'ils n'ont pas fait une grosse carrière, mais ça a été quand même le début de la révolution qui va amener derrière T-Vice. Top Vice, après T-Vice, c'est les petits de Top Vice qui est là. Donc il y a le Top Vice avant, après il y a T-Vice. C'était voilà, T-Vice que vous retrouvez. Dans la même génération, il y a Karimi aussi, voilà, qui était déjà dans les années 2000, qui ont su renouveler le genre et rajouter de nouveaux trucs dedans. On continue, je ne sais plus à combien j'en suis. Hein. Et après, il y a New Look, que j'aime beaucoup, qui est un groupe. Eux, c'est comme ça, hein, je crois. Oui, voilà, c'est ça, ouais, voilà. Qui est un groupe qui aujourd'hui officie avec le maestro Harley Larivière, qui est un très bon groupe que j'aime beaucoup. Dans plus récent, tu as Class, K-L-A-S-S, voilà, qui est un groupe de plus récent qui marche très bien et que j'adore. Dans les groupes jeunes encore, il y a Harmonique, HAR, Harmonique, qui voilà, le fameux morceau incroyable que tout le monde connaît, voilà, qui est un groupe qui est plus jeune, plus récent et que j'aime beaucoup. J'en suis à combien là? Je sais plus. Il t'en reste deux. Ah, il m'en reste deux encore. Alors, dans les deux qui me restent,
Il y a Tian Sito que j'aime bien, qui fait un mélange. C'était. Pour le coup, je sais pas, lui. Voilà. T plus loin, ANS. Ancito, voilà. Voilà, moi j'aime bien parce qu'en fait, voilà, il rajoute de la fraîcheur, il met, voilà, il met de la nouveauté, des sons soit raga hip hop, enfin, il met vraiment, voilà, dans le rajeunissement des sons que j'aime beaucoup. Ok. Et un petit dernier, ça serait qui il y a Maestro aussi, Maestro dans le même genre aussi, que j'aime beaucoup. Maestro, voilà. Maestro, tout simplement. Maestro, c'est un petit peu, on est dans la même génération. Alors là, je vous conseille de taper compas derrière parce que sinon, ça va être compliqué. Et puis voilà, après, bon, je fais quand même ce qu'il y a de groupe français. Il y a aussi. Et qui est un peu français Mélodique, qui est très bien, que j'aime beaucoup, voilà, qui est dans le style Compagouillade, qui est aussi très 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 bien. Et on a Mélodique avec Ika. Et D-E-E, il y a 2 E. Ah, voilà, Mélodique, qui, ok. voilà, qui est un groupe français et qui marche très bien dans le style Compagouillade. Dans les français encore parisiens, il y a Original H. C'est OH qui fait de la bonne musique que j'aime beaucoup. Et après, moi si je devais en citer un que j'aime beaucoup, que j'avais choisi dans le film De moi que j'avais vu, moi, le monsieur, c'est Coupé Cloué. C'est un vieux, c'est un ancien, mais Coupé Cloué, voilà, pour moi, voilà, Coupé Cloué, Ah bah ouais, là, qui a traversé les générations et voilà, et que voilà, le patron dans les textes, dans ses lyrics, dans sa manière de chanter, que j'aime beaucoup. Voilà. Voilà, donc là, vous avez des noms, vous n'avez plus d'excuses. Ok, ok, c'est pas mal. Je voudrais que tu me dises, est-ce que on peut trouver si tu donnes des noms de danseurs, oui. parce que toi, ok, t'es assez influent, enfin, t'es reconnu dans le compas. Est-ce que tu as d'autres noms à nous donner de gens qui dansent, enseignent le compas, peut-être qui marquent des trucs? Oui, oui. Bah après, là, aujourd'hui, par exemple, un qui fait le travail à peu près dans la même génération que nous, voilà, un petit peu avant, c'était Clifford et Gaël. Il était à Paris, hein, Clifford, c'est le fondateur de Salsa Bor, voilà, la grande école Salsa Bor avec Valérie à l'époque, mais qui, voilà, qui donnait déjà quelques cours de compas sur Paris, qui était parti à Miami, qui aujourd'hui vit en Haïti, qui travaille autour du compas, justement, qui font un travail, c'est avec eux, on travaille pour essayer de rentrer le compas dans le patrimoine mondial. Ok. De l'UNESCO, on travaille à distance là-dessus, et c'est toujours en contact et qui font un travail excellent pour la reconnaissance du compas. Il y a Sony l'Aventure que j'aime beaucoup, qui est aux États-Unis. Sony l'Aventure, comme l'aventure, et SONY, qui fait un travail très intéressant aux États-Unis sur la promotion du compas, sur les cours de compas, et très très bien. Et aussi Claudel, qui est aussi à Miami, Claudel, voilà, qui fait aussi un travail très très intéressant. À chaque fois, c'est des styles un peu différents, mais voilà, d'autres plus bouillades, d'autres plus compas direct, d'autres plus, voilà, mais qui du coup, ça permet aux gens d'avoir une palette comme ça de styles dont ils peuvent danser. Voilà. Vous pouvez rechercher des vidéos sur YouTube, sur Internet, ils ont des chaînes, je pense que vous trouvez assez facilement. Yes, allez les chercher, parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas assez les profs de compas, les gens qui peuvent transmettre des choses, ça se transmet, hein, donc c'est important. Beaucoup, énormément, il y a énormément de choses dans le compas, parce que comme on dit, j'ai 65 ans, comme je disais tout à l'heure, aussi bien dans la musique, aujourd'hui, voilà, faut écouter un morceau d'aujourd'hui, un morceau d'il y a 20 ans, et il y en a qui disent, c'est le même style, parce que, et pourtant, voilà, on est dedans. Vous regardez un jeune couple danser un compas Gouillade, vous regardez mes parents danser un compas, ça va pas du tout se ressembler, mais les deux dansent du compas, et du compas et du vrai compas. Donc voilà, et justement c'est pour ça que les cours c'est intéressant, ça vous permet d'avoir une palette de mouvements pour que quand le groupe joue un morceau love, je peux adapter mes mouvements pour faire du love dessus, mais quand le morceau envoie du lourd avec un bon compas direct, que je ne sois pas à faire le carreau sur un compas qui envoie du lourd. Et ça, ça passe par des cours et par l'apprentissage. D'accord, yes. Est-ce que, pour parler d'aujourd'hui, au niveau de... On va essayer de venir en France un peu. Au niveau... Qu'est-ce que tu peux dire sur sa diffusion,
sur les événements, sur la pratique, sur ce que tu en vois, sur peut-être ce qu'il faudrait, si tu as des remarques à faire là-dessus. Qu'est-ce que tu vois de la pratique du compas aujourd'hui, ou même même de la musique, de la diffusion de la musique? En fait, le gros truc autour du compas, ce qui a été, c'est que le compas, la musique a énormément voyagé en fait. Voilà, le compas, la musique s'est renouvelée et que, par exemple, pour moi, diaspora, pour beaucoup de diaspora, c'est quand moi, pareil, quand je suis parti d'Haïti, quand j'ai grandi en Haïti jusqu'à l'âge de 16 ans, comme mes parents qui ont vécu en Haïti jusqu'à 30-35 ans, c'est vrai que quand vous quittez votre pays et que vous êtes loin, souvent la musique elle peut être un point d'attache intéressant qui permet voilà, de vous rappeler les souvenirs du pays, de vous reconnecter au pays. Voilà, parce que la musique, voilà, c'est universel, c'est international, on peut l'écouter partout, à n'importe quel moment. Du coup, la musique, compas, a énormément voyagé parce qu'il y a une grande, très très grande diaspora haïtienne. La danse n'a pas voyagé autant, entre guillemets, comme tout à l'heure, la danse, voilà, c'est souvent dans les boîtes de nuit, dans les nightclubs, il y a souvent que dans ces endroits-là, et que ça voyage. Et la musique, c'est pour ça que il y a très peu de profs de danse, parce qu'il n'y a pas eu ce travail-là qui a été fait, parce que quand la musique, vous allez d'une génération à une autre, ça se renouvelait, la danse, ça se renouvelait, mais de manière beaucoup plus discrète et beaucoup moins visible. Même s'il y avait une évolution. Pareil, même si, voilà, comme je disais tout à l'heure, vous prenez un jeune, même d'il y a 10 ans, qui dansait en boîte de nuit ou ailleurs, vous prenez un autre couple qui dansait 30 ans plus tôt, il dansait pas pareil déjà. Parce que le rythme déjà était différent. Donc automatiquement, il ne bougeait pas de la même manière, il bougeait pas de la même manière. Le gros avantage du compas, c'est que le compas, musicalement, elle est là, elle est présente. C'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, il y a des morceaux comme ça qu'on traverse le temps, qu'on traverse les trucs de la musique, que ce soit par les parents, par les balles, par les fêtes, les concerts compas ont toujours cartonné. Ça remplit Bercy, ça remplit Zénith, ça remplit, voilà, à chaque fois ça vous combo bien, c'est du lourd. On a beau dire, nous, nos parents, ils nous cassaient les oreilles à mettre du compas tout le temps, mais quand il y a un bon groupe compas qui joue, bah on y va. Voilà, ça on y va. Et la musique compas, ça a ce truc-là en fait qui arrive à te prendre, tu sais pas comment, tu sais pas pourquoi, à te faire bouger. Nous, hein, tu me rappelles, avec Benella, quand on voyageait beaucoup, nous, à l'époque, pour de la salsa, et des fois, on faisait soit nos échauffements ou deux cours d'afro-body move, et on mettait un morceau de compas. Moi, j'étais étonné quand on allait en Allemagne, en Suède ou en Pologne ou dans ces pays-là. Je mettais un morceau de compas, ça prenait aux gens, ils se levaient, ils venaient voir, mais ouais, c'est quoi comme musique, mais d'où ça sort, qu'est-ce que c'est, on connaît pas. Mais ils dansaient parce que le compas, ça a ce truc-là, qui fait qu'il y a un bon morceau de compas, qu'on connaît pas, il y a ce truc-là qui te prend au truc et qui t'oblige à te lever et à danser. Donc on a ce gros avantage-là dans le compas et qui a toujours été, qui est resté. Et même aujourd'hui, la nouvelle génération dans les musiques, après il y a le parallèle avec le zouk qui est notre histoire, mais aujourd'hui, dans beaucoup de chanteurs ou de chanteuses ou de groupes zouk, il y a souvent le passage compas à un moment donné, cette petite mélodie compas qui va s'intercaler à un moment donné. Ça, je veux qu'on en parle. Ça, je veux qu'on en parle. Parce que les Haïtiens, s'il vous plaît, laissez notre musique tranquille. Ah non, non. On ne peut plus écouter un zouk aujourd'hui sans qu'il n'y ait pas un moment où il y a votre gars qui rentre. Il y a votre... C'est vrai. C'est vrai. Mais justement, parce que le compas, ça, ces trucs-là, parce qu'on sait qu'en mettant ce bout de compas dedans, bah, ça va. Il y a un truc qui va se passer. Et bien forcément, voilà, et pour les chanteurs, pour les jeunes, voilà, d'intercaler un bout de compas dedans. Voilà. Donc il faut dire que le compas, d'une manière ou d'une autre, il a toujours été là, il est toujours présent. Et aujourd'hui, voilà, que ce soit la nuit du compas qui remplit Bercy, que ce soit voilà, des gros événements qui marchent, voilà, le compas est lourd, voilà, comme nous on voulait faire au pavillon Baltard. Il y a énormément de choses. Le compas, en fait, voilà, quand on parle compas, ça parle aux gens et ça réunit les gens et ça brasse les gens. Et ça, en plus, c'est intergénérationnel. Voilà, dans le compas, notre génération va y aller, nos parents vont y aller. Voilà, vous mettez
parce que on a plus ou moins tous grandi dedans, parce que comme tout à l'heure, 65 ans, voilà, d'une manière ou d'une autre, quand on est caribien ou afro-caribien, de près ou de loin, dans un anniversaire, dans un bal, dans un truc, on a entendu du compas. Et on C'est a ça. bougé son corps sur du compas. Et c'est Je, pour je, ça. je, je veux, je veux faire une petite dédicace à tous mes amis antillais qui ont, qui ont vécu ce moment où vous avez un papa qui écoute du compas dans la voiture et, et qui tape sur le volant. Vous avez grandi avec ça. C'est obligé. T'es pas antillais si ton père il a pas fait ça. On est d'accord. Voilà. C'est sûr, sur toutes les plages, il y a toujours un papa qui ouvre sa voiture, qui met son compas. Dans tous les mariages, il y a toujours une grosse session compas. C'est vrai que c'est une musique qui a... Enfin, non mais blague à part, c'est une musique qui a réussi ce tour de force, je trouve, déjà d'influencer. Je voulais, bon, le timing, j'ai encore une question à te poser, mais c'est vrai que c'est une musique déjà qui a influencé énormément. Je veux dire, sans le compas, il n'y aurait pas eu le zouk. Hein. Oui. Impossible. Je veux dire, il y a eu le compas, où Ebersico est parti, il a fait le cadence rampa. Le cadence s'est un peu modifié en Martinique, en Guadeloupe, on se l'est un peu approprié, on a fait ça à notre manière. Hein. Puis le zouk, c'est l'évolution de ça. Hein. Alors, dans lequel on a mis un peu notre sauce, mais ça aurait jamais été. Et du coup, le compas, le zouk n'aurait jamais influencé Eduardo Paim qui jouait du semba et qui s'est mis à faire de la musique qu'aujourd'hui on appelle kizomba. Il y a l'émission sur la kizomba, allez la voir, avec Paolo Isidoro dos Reis, c'est la première émission que j'ai faite, où à un moment il se met à énumérer des groupes de compas et de cadence. Et c'est vrai que c'est un tour de force qui est quand même assez énorme. Énorme, énorme. Ah, C'est énorme. Et puis l'influence, enfin, même dans les soirées aujourd'hui, une soirée SBK sans qu'à la fin il y ait une session compas, j'en connais pas. Je ne crois pas. Donc c'est vrai que. Non, non, c'est vrai. Non, c'est vrai que c'est pour ça, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment voilà, aujourd'hui, dans les années 50, 60, 70, le compas, c'était la musique de la Caraïbe, c'était la musique la plus jouée, c'est la musique qui était c'était voilà, comme je disais, en Guadeloupe, Martinique, Haïti, dans la Caraïbe, les Barbados, enfin, on écoutait partout du compas. En plus, on avait, comme je disais alors, une diaspora qui voyageait énormément, parce que le compas a énormément voyagé, et le compas a traversé des générations, et comme je disais, la grande force du compas, hein, et pareil, moi je viens de la salsa, je fais de la salsa, prenez la salsa, entre guillemets, dite portoricaine, bon, c'est un autre débat, on va rentrer dedans. Mais voilà, il y a eu les années 70, la Fania, ça a monté, 80, après, voilà, et il y a plein de styles comme ça qui à un moment donné, ça va baisser. Et que ce soit, hein, après, aujourd'hui, bon, j'ai pas le débat, même le zouk, ça a connu son apogée. Le compas, le gros avantage du compas, c'est que tous les 10 ans, il y a toujours une nouvelle génération qui a remis une couche et c'était reparti. Comme tout à l'heure, Nemours Jean-Baptiste, machin, après les mini jazz sont arrivés, Schluch, Kasha Number One, Magnum Man, boum, ils ont rebalancé le truc. Derrière les années 80, Tabou Combo, et hop, on relance le truc. Après, ça redescend, Steve Ice Karimi, et on relance la même machine. Steve Ice Karimi, ça commence à 10, 15, 20 ans, ça, derrière. Classe, harmonique, et on relance la machine. Enfin, il y a toujours comme ça un flow, et c'est la grande force du compas qui fait que le compas arrive à traverser des générations comme ça. Et ses solos de guitare, et ça on n'en parle même pas parce que ça le solo de guitare. C'est le moment que tu redoutes au mariage, le fameux mariage dont je parle. Quand tu sens qu'il commence il te fait un break de batterie, t'entends qu'il t'écompas mâché, que la guitare est repart. Tu dis, oh mon Dieu, le son il dure 13 minutes. Ah, mais ça, oui. Mais c'est vrai que. C'est une question aussi qu'on a des fois, les gens, pourquoi les morceaux de compas durent aussi longtemps et tout ça. En fait, comme je disais, c'est vrai que c'est une musique, c'est pour ça que cette notion de date du 26 juillet là, c'est une musique en fait où dès le départ, les mecs ils l'ont conçu pour que ça se joue en balle. Et c'était pas conçu pour. Il n'y avait pas de notion de disque, de CD, des choses comme ça. Et même aujourd'hui encore, un bon groupe compas, il a beau sortir un bon morceau qui marche bien, s'il n'arrive pas à faire un live et tenir les gens, il tient pas la route. Donc aujourd'hui, du coup, il y a ce truc-là dans le compas où ce qui fait le compas, c'est le live.
réussir à tenir à rester à tenir. Il y a des groupes qui vont faire un bon morceau et le live. Et comme en fait on est sur du live, sur un live on ne fait pas des morceaux de 2-3 minutes, du coup en fait c'est rester dans le jeu que quand on fait un morceau compas, bah, faut que ça dure quoi. Faut le temps d'embarquer les gens dedans en fait et c'est pour ça que bah, dès le départ on est sur des morceaux qui durent 10, 15, parfois 20 minutes. Hein. Et puis il y en a, j'en connais. Il y en a. C'est vrai que bah, juste pour marquer la statistique, je fais un peu ces recherches-là pour mon Caraïbe Tap et tout, et les musiques caribéennes, les 3 styles de musique qui ont le plus marqué la totalité des Caraïbes, c'est reggae, soca, compas. C'est vraiment les 3 styles. Il y a plein d'autres styles emblématiques, attention, hein, la salsa, c'est Cuba, le zouk, ça a fait des trucs énormes, le dancehall fait un truc énorme, mais c'est vrai que ces 3 styles-là, enfin, le calypso a eu son époque, mais le soca a pris le truc. Mais c'est vrai que reggae, soca, compas, dans toutes les îles, c'est un truc. Il y a Cuba qui est un peu extraterrestre peut-être et encore, mais tout le reste, où vous alliez, et ces musiques-là, elles ont marqué une partie de l'époque. Il y a des artistes qui viennent faire des concerts. C'est vrai que c'est assez fou. Je voudrais poser une dernière question qui pour moi est importante. C'est que c'est une question, en fait, c'est important pour moi parce que j'ai posé la question à Jean-Claude Occo par rapport au zouk. Oui. Et je trouve qu'effectivement, autant la musique, voilà, autant c'est vrai que la danse, le fait de danser, on a ce truc de se dire, ah c'est bon, on fait droite-gauche, c'est tout. Moi, j'aimerais savoir que tu prévois, ce que tu aimerais faire, tes ambitions. Tu as parlé de l'UNESCO. Quelles sont tes ambitions pour le compas? Je sais que tu as organisé un festival, si j'ai une bonne mémoire. Voilà, quelles sont tes ambitions pour la danse compas? Qu'est-ce que tu veux en faire? Alors, sur la danse compas, l'idée, c'est le travail qu'on fait avec Manuela. L'idée, déjà, c'est de faire sauter, dans un premier temps, tous les préjugés autour du compas. C'est une danse de frotteur, voilà, où aujourd'hui, voilà, moi, je connais beaucoup de parents haïtiens. Leur fille leur dire, tiens, voilà, qui est jeune, qui débute vingtaine ou 19 ans, dire, bon, bah, je vais à une soirée salsa, d'accord, je vais à une soirée kizomba, d'accord, une soirée compas, c'est où, c'est quand, c'est comment? Parce que voilà, il y a ce truc-là que bah, ça va se passer dans le noir, ça va frotter, ce ne sera pas toujours tout, en fait, voilà. Parce qu'il n'y a pas ce côté, voilà, où ce culture-là, tous ces préjugés-là qui ont ce compas. L'idée pour nous, dans un premier temps, c'est-à-dire le compas, c'est une danse, déjà, on peut danser à deux. Les filles, quand vous dansez avec un mec, il n'est pas obligé d'avoir les mains sur votre fesse pour danser le compas avec vous. Il n'est pas obligé d'avoir les mains dans le bas du dos pour danser avec vous. C'est pas obligatoire du tout. Il n'est pas obligé de se coller contre vous pour danser le compas avec vous. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et les mecs, vous n'êtes pas obligé d'écraser la main des filles, de le plaquer contre vous. Les bassins ne sont pas obligés de s'enchevêtrer pour danser le compas. En fait, c'est tous ces trucs-là qui aujourd'hui, voilà, beaucoup, bon, parce que ça arrange hein, les fauteurs, comme on dit, que ça se passe comme ça, mais qui en même temps dessert le compas. Parce que du coup, en fait, quand on va, du coup, ben, quand quelqu'un t'invite, si c'est pas quelqu'un que tu connais, ben, les filles vont hésiter à dire oui. Parce que, ben, voilà, j'ai peur qu'il me colle un peu trop, qu'il me serre un peu trop, qu'il me frotte un peu trop, qu'il me perd un peu trop. Alors que ça se passe pas en salsa. Et pourtant, voilà, moi je suis dans ce ça, dire, il peut y avoir un jeu de séduction tout aussi important qu'il peut avoir en compas, voire même plus. Voilà, il peut avoir un jeu de séduction dans tous ces dans ça, mais ça pose pas de problème de dire oui à un inconnu de danser une salsa, ou on va dire non à un inconnu pour danser un compas parce qu'on a des préjugés. Mais ça aussi, des fois, c'est aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que les danseurs, ils savent pas, ils font comme ils peuvent, ils pensent comme ils pensent. Et du coup, bah, ils n'ont pas les bases que voilà, la main, je mets dans l'eau de la danseuse, l'autre main, je installe la main, je suis pas obligé de la coller contre moi, je suis pas obligé de mettre ma sueur de toute la soirée dessus. Et ça, nous, le but, c'est déjà enlever tous ces préjugés-là et qu'on puisse danser avec tout le monde. Et aussi inclure dans le compas, voilà, tout son folklore, tout son passé, comme dans le son, comme dans ces danses-là, voilà, tout le jeu qu'il peut y avoir avec la danseuse, avec le danseur, le jeu avec les vêtements, le jeu avec la musique. Quand la musique, il y a un break, ça change. Je peux changer de style. Quand les percus, les mecs, ça tape. Je ne suis pas en mode Gouliade que les séries, alors que les percus, les cuivres sont en train d'envoyer du lourd.
je m'adapte, je danse. Et l'idée pour nous, voilà, dans le compas, ça serait que les gens arrivent à danser le compas, que les gens avoir une autre image du compas et non l'image de le carreau collé serré, frotté, et qui nuit au compas, parce que voilà, parce que justement, c'est simple, il y a rien à y apprendre, il suffit de frotter, il suffit de rester sur place, il suffit de tourner en rond. Alors que quand je vois, comme on disait tout à l'heure, un morceau qui dure 15 minutes, avec des breaks, des envolées, des chœurs et tout ça qui part, et que quelqu'un est en train de tourner en rond pendant 15 minutes, pendant 15 minutes à faire toujours le même mouvement, je me dis, mais voilà, WDF quoi. Ouais. Comment c'est possible? Pourquoi et tout ça là, et tout ce qui est en train de se passer là, et tout ce qui est en train de se dire là, et les mecs, tout ce qu'ils sont en train d'envoyer, pourquoi il n'y a pas tout ça dans la danse? Et c'est tout ça, et tout ça, ça passe par du jeu, par l'écoute, et par l'apprentissage, et aussi, voilà, et c'est pour ça que dans nos cours, parce que c'est une expérience qu'on fait beaucoup, quand on va quelque part, automatiquement, on fait plein de festivals, les gens, cours de compas, en général, 60-70% ils viennent avec des a priori. Déjà, c'est quoi ces trucs-là? On vient, limite, on vient voir de quoi il va parler. Et ce qui est rassurant, c'est qu'à la fin du cours, en général, 98% viennent nous voir. Ah, franchement, je ne voyais pas ça comme ça. Je ne pensais pas qu'il y avait tout ça à apprendre. Quoi? Depuis 55, 65 ans? C'est plus vieux que la kizomba? Mais bon, ça, c'est plus vieux que le zouk? Ah non, mais c'est pas possible. Sérieux? Ah, mais, et tout ça, en fait, on se dit, ah mais oui, effectivement, il y a tout ça dans le compas. Oui, mais dans le compas, il y a de l'afro. Bah, quand on met des morceaux comme Magnum Ben, un morceau qui s'appelle Liberté, avec des percus et des voodoo et tout comme ça. Mais non, le compas, pour moi, c'était qu'une bouillade. Bah, non, c'est pas qu'une bouillade. C'est toute une histoire, c'est toute une culture. Il y a plein de choses dedans. Voilà, selon la personne avec qui je danse, je peux le danser différemment et l'exprimer, m'éclater pendant 20 minutes, sur obligé de tourner en rond ou juste à me casser le bassin. Quand je rentre chez moi, j'ai mal au dos, j'ai mal aux cuisses, j'ai mal partout. Alors que. On a vu les mêmes soirées. Voilà. Je voudrais poser une dernière sous-question rapidement avant de te laisser. Tu as l'intention de former des gens? Oui, tout à fait. Tout à fait. Bah, en fait, donc, c'est pour ça que sous le compas, on voulait organiser le festival, le compas and Cook de se passer au pavillon Baltar l'année dernière, mais Covid fait que cette année, Covid fait que, bah, Inch'Allah, 2022. J'espère quand même, hein, à un moment donné, il faudra bien qu'on en sort de ce truc. Déjà. Donc voilà, donc du coup, bah, il y a le festival qu'on va faire, il y a des cours qu'on donne, il y a plein de choses qu'on fait en fait pour essayer, pour faire avancer le compas, pour donner des cours de compas. Il y a une formation professionnelle dont on avait lancé qui devait démarrer justement en 2020 et que Oui. ça devait démarrer en mars, avril 2020, je ne sais plus les dates exactes, mais la situation a fait que. Donc oui, on a l'intention de remettre sur pied une formation compas. Dans la formation, faire intervenir des musiciens, des historiens, faire venir vraiment pour que les gens aient vraiment une vision globale de la danse, de la musique. Parce que voilà, le compas ne se résume pas qu'à l'Iliade, ne se résume pas qu'à... Voilà, il y a énormément de choses dedans. Et cette formation, on espère que dès que la situation permettra de le remettre en route, et pour vraiment former des professeurs. Aujourd'hui, on donne des cours particuliers à des profs, à des gens qui veulent se former, qui veulent aller plus loin. Et nous, on espère que remettre la formation, et c'est une formation qui est très complète, où on fait venir vraiment différents styles de danse, différents artistes, pour que vraiment les gens puissent avoir une vision globale de la danse, de la musique et de la culture. C'est ça, le compas, c'est une culture. C'est une culture, le compas, comme on dit tout à l'heure, nous, ces morceaux dans les balles, ces morceaux dans les fêtes, le papy qui ouvre la voiture, tout le monde qui danse et les soirées dehors en plein air, les balles champêtres et tout ça, c'est toutes ces cultures-là que on ne peut pas résumer à une danse de boîte de nuit collectée dans le noir. Et du coup, petit message pour tous. Là, j'ai des amis, des connaissances, des gens que je croise qui nous regardent, qui, je sais, sont de grands fans de compas. Et je sais que certains d'entre eux sont de très très bons danseurs. Vous l'avez peut-être pas envisagé, mais c'est à vous que je pense là. Quand je lui ai demandé s'il pouvait former des gens. Je pense que les passionnés de cette musique, les passionnés, ceux qui vont dans les concerts, ceux qui sont déjà en train de réfléchir à quel moment ils vont aller à Haïti pour voir comment ça se passe là-bas, ceux qui veulent danser avec les anciens comme avec les jeunes, vous là, contactez-les parce qu'il y a besoin. Je pense que le zouk, le compas et la trad a besoin de gens pour qu'on fasse la différence
qu'on arrête de se faire la guerre. C'est-à-dire que moi, je m'en tape qu'un mec danse la quille sur le zouk, machin, s'il a envie. Mais au moins, on connaît les cultures. On a besoin de gens qui transmettent cette part de culture-là. Et comme il l'a dit, c'est vraiment un mode de vie qui va avec une espèce d'ambiance qui ne se résume pas aux boîtes de nuit. Écoute, Dati, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté, vraiment, parce que voilà, le trio Kizomba Zouk Compa, franchement, j'y tenais. Je voulais vraiment qu'on éclaircisse ce truc, qu'on comprenne l'essence de ces cultures, de ces danses, qu'est-ce qu'elles ont, c'est quoi le vécu, c'est quoi la naissance réellement de ces trucs. Je pense que voilà, tous les passionnés d'un de ces styles, vous devriez aller voir les vidéos des deux autres, c'est hyper intéressant. Ça, c'est très important. Bon, je tiens encore à te féliciter pour ça, parce que c'est un travail très important que nous, on a. Parce que voilà, comme je disais tout à l'heure, on a beaucoup de préjugés où les gens, voilà, comme tu dis, la question, ah bon, le compas existait avant la Kizomba, ou des questions, pour eux, le compas, c'est origine. Enfin, du coup, on a plein de choses comme ça. Comme tu dis, je pense qu'on vivra la danse autrement, on appréciera, il y aura moins de discrimination, de dissociation, alors que voilà, il suffit de connaître l'historique et de savoir que, ok, ouais, qui a influencé qui et comment on danse ensemble. Et chaque musique a sa place, chaque style a leur place, chaque style a leur public. Et tout le monde peut danser ensemble, mais voilà. Mais comme on dit, quand ça titille, quand on fait les choses, et le gros problème qu'on a, c'est quand les danseurs ou les danseuses, voilà, aujourd'hui s'inventent profs ou s'inventent trucs sans même savoir, du coup ils véhiculent des informations qui sont biaisées. Quand on leur pose la question, ils savent pas, mais bon, comme je sais bouger mon corps, voilà, je mets la musique, je suis prof d'eux, bon ça on le connaît, hein, c'est dans tous les domaines, et malheureusement ça n'aide pas la cause, ça n'aide pas les trucs, et ça crée des fossés, et ça empêche les gens de s'amuser tout simplement, et de danser ensemble et de passer des bonnes soirées. Donc c'est un travail très important et très enrichissant, et très belle initiative. Vraiment, merci, ça fait plaisir. Hein. Et puis, comme on dit, en cette période, on peut pas faire grand-chose, nous les danseurs. On essaie. Faut travailler sur nos projets, faut investir pour que dès que ça s'arrête, on fasse des trucs beaucoup plus gros. Hein. On réfléchit, vous inquiétez pas. Réellement, quand ça va s'ouvrir, on va faire des grandes choses. Colombo.